Bonsoir, nous en sommes maintenant arrivés à la fin de cette série d'émissions présentées à l'antenne de la télévision de Radio-Québec depuis septembre 1979. Tous les lundis soirs, nous avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous pour moi animer, vous, j'imagine, en tout cas je l'espère, participer depuis votre maison au débat que dans ce studio nous organisions et qui portait sur les grandes questions d'actualité. J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à présider ces discussions qui se déroulaient toujours en direct, sans conversation préalable entre les participants. C'était comme une sorte de happening hebdomadaire, principalement au cours des 2 premières années, alors que notre formule comportait systématiquement la participation d'un public en studio. Un public appelé à participer à sa façon en interrogeant mes invités, ceux-là même qui prenaient place à mes côtés sur cette estrade. Est-ce que nous en avons couvert de sujets? Vous le savez, nous nous sommes principalement intéressés à l'actualité politique, économique et sociale au Québec et au Canada. Il nous est aussi arrivé, à l'occasion, de consacrer des émissions à des événements de caractère international. Alors ce soir, à l'occasion de la dernière de cette série, nous avons pensé vous offrir des extraits de quelques-unes de ces émissions qui vous ont été présentées les lundis depuis 3 ans. Nous vous proposons ces extraits en vrac. Nous ferons comme ça des allers-retours dans le temps. Ce sera pour vous, comme pour nous, l'occasion de revivre des moments importants de notre histoire récente. Importants ou amusants. C'est le cas de cette première émission dont vous allez voir un extrait. C'était le 22 octobre 1979. On nous en parle encore quelquefois de cette émission. Une émission sur la situation de l'agriculture. Il y avait ce soir-là, je vous le jure, de l'ambiance dans le studio. Mes invités étaient Armand Russell, député de l'Union nationale, Julien Giasson, député libéral, et le ministre Jean Garon. Aussi, vous le verrez, un public particulièrement turbulent. 3 femmes seulement ce soir, hein, sur 40. Alors, donc, je vais venir vous voir souvent. Je veux qu'on parle un peu d'autosuffisance pour le moment. L'autosuffisance, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que ça veut dire que le Québec va pouvoir un jour produire ici tout ce qu'il consomme et, en d'autres termes, ne plus acheter ailleurs? Est-ce que c'est ça? Non, ce qu'on a défini comme autosuffisance au sommet agroalimentaire qu'il y a eu en avril 1978, c'est que on exporterait autant, on va essayer d'exporter autant qu'on va importer, qu'on aille dans le domaine agroalimentaire une balance commerciale équilibrée. Quelle est-elle la balance commerciale maintenant? Elle est très déficitaire. C'est-à-dire, on achète combien par rapport à ce qu'on produit? On achète beaucoup, on importe beaucoup plus qu'on exporte. Dans le pourcentage, c'est quoi, M. Garon? On importe dans le domaine agricole à peu près 40% des produits qu'on consomme. Non seulement dans le domaine du bœuf, par exemple, on a dû importer en 1978, soit à peu près les mêmes chiffres en 1979, à peu près pour 800 millions de dollars de bœuf. Pouvez-vous produire plus que ce que vous produisez? Non, par rapport à mon quota, je ne peux pas produire plus que le quota que j'ai. S'il n'y a pas de quota, je pourrais produire davantage. Bon. Ce qui arrive lorsque les gars produisent davantage le quota, c'est qu'ils n'ont pas de prix. Lorsqu'il y a une surproduction, c'est pas rien dans l'agriculture, c'est dans l'industrie. Les compagnies d'automobiles, ils produisent des automobiles, ils sont capables de vendre. En agriculture, il faut en arriver que les gars comprennent ça. Je pense que la très grande majorité l'a compris. C'est sûr qu'au niveau du public, c'est très éloquent de dire on veut produire plus dans le Québec. Mais est-ce que les gars sont parés à produire la perte? C'est ça qu'il faudrait qu'ils répondent, pardon. Vous voulez... Non? Attendez, là. Bon, répondez. Puis ensuite, je vais retourner voir monsieur qui est encore avec sa question. Un producteur qui veut vraiment s'occuper de sa business puis la rentabiliser, il peut venir à bout de ça. Uniquement au niveau de sa femme, c'est faux. Oui, absolument. Oui. Il faut qu'un producteur travaille avant. Avec l'évolution du secteur commercial, le regroupement des chaînes de magasins et des grossistes, un producteur ne peut pas, absolument pas. Il n'y a aucun pouvoir une négociation seule. Donc, il y a 2 formules. Soit qu'on s'en aille vers l'intégration ou l'indépendance regroupée au niveau de la mise en marché. Bon. C'est pas de l'intégration qui se fait? Il parle des contingents. Il y en a même au plan national, au niveau des céréales. Il y en a des contingents. Les États-Unis, qui est le pays le plus libéraliste, il y en a des contingents dans le grain. Pas partout. Il libère quand les besoins se sentent. Et c'est basé toujours sur le besoin, l'offre et la demande. OK. C'est une philosophie de... Rasseyez-vous tous les deux. Économique. Oui, M. Giasson. Moi, dans le secteur du lait au Québec, ça m'apparaît comme le plus beau champ de pratique pour pratiquer la souveraineté association. Vous avez là 2 groupes qui veulent vivre d'égal à égal, qui doivent négocier entre eux autres et être souverains en même temps. Puis là, il n'y a pas d'anglophone, puis il n'y a pas personne des autres provinces, c'est chez nous. Ça, c'est notre champ de pratique, c'est parfait. Est-ce que ça va bien? Au fait, on vient de vous poser la question. J'ai dit tantôt dans le port. Ça va bien ou ça va pas bien? Vous êtes producteur de porc, vous? Ça va très bien. Ça va très bien dans le port. Bon, ben, c'est ça. Alors, oui, ben donc... Monsieur Nadeau, s'il vous plaît. Monsieur Nadeau, dans le port actuellement, J'aimerais demander au ministre... Mais non, là, tout le monde parle en même temps, on se comprend plus. J'aimerais quand même demander au ministre dans le port, depuis 5 ans, depuis qu'il est là, de toute façon, tout ce qu'il a fait dans les producteurs du port,
c'est de donner des troubles. J'ai vraiment donné une scène, à chaque fois qu'on voulait le voir pour essayer de demander quelque chose, monsieur le ministre, où il est dehors. Vous dites que ça va bien. Vous dites que ça va bien. Alors oui, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, qu'ils viennent pas nous achaler pour nous faire mettre des plans conjoints, prendre nos terres, prendre nos porcheries, prendre nos ports, et puis à ce moment-là, ben dire, écoutez, à partir de là, hein? On n'a pas de plan conjoint là-dedans, monsieur. Monsieur Nadeau. Un plan conjoint sans référendum. Ils ont volé notre droit de vote. Ça, c'est lui. L'UPA est fier, eux autres. Ça, C'est officiel. Ils veulent collecter. Ils ont 500 000 piastres dans le trou, le plan conjoint. Ils veulent le collecter, ça. Attendez. Moi, je sais ça, je sais qu'est-ce que c'est. Monsieur Nadeau. J'ai bien l'impression qu'il nous un peu, lui. Ça, c'est bien. Wow. Là, j'ai déjà dit que c'est vrai. C'est peut-être poussé loin, mais donner un plan conjoint au producteur de porc sans référendum, là, ça prend ça. Bon, alors... Le président du port qui va y faire Il faudrait demander, monsieur Nadeau. La question du gars des villes, encore une fois. Un plan conjoint, y a-t-il quelqu'un qui est capable de nous définir ça en 30 secondes? Puis un référendum, je n'ose pas vous demander ce que c'est, mais je pense que c'est pas celui auquel je pense. Bon, ben vous dire simplement, c'est qu'un plan conjoint, c'est un peu le pouvoir pour les producteurs de négocier leurs conditions en groupe plutôt qu'individuellement. C'est ça. Donc, le référendum, c'est quoi? C'est un vote qui est C'est un vote. auprès des producteurs dans une production donnée afin de savoir s'il y a un certain pourcentage de ces producteurs qui veulent produire de façon ordonnée et faire de la mise en marché de manière ordonnée. Ça, c'est pas de face. Quelques mots, c'est à peu près ça. Ben, il est question de référendum, puis l'émission se termine, il reste que quelques minutes. Oui, madame, j'allais vous oublier. Moi qui vous avais promis de pas... Oui, alors... En arrière d'un producteur de porc, à côté d'un producteur de volaille, à côté d'un producteur de semences, il y a une femme. Toutes les émissions n'ont pas été aussi échevelées comme il se doit. Dans le cours de la saison 80-81, nous avons accueilli dans ce studio des porte-paroles prestigieux de ceux qui sont les principaux protagonistes du drame qui se joue au Proche-Orient, israélien et palestinien. Il est généralement admis qu'aucune paix durable ne peut être imaginée dans cette région du monde sans qu'une entente n'intervienne entre ces deux parties. Le 6 octobre 1980, nous accueillions à notre émission le délégué en France de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Ibrahim Sousse. M. Sousse a répondu à nos questions et à celles d'un public réuni en studio, public fait de sympathisants de la cause palestinienne et israélienne. M. Sousse, j'ai une question qui revient à partir de votre première intervention, à partir de votre première partie d'intervention. Vous avez dit que, éventuellement, si Israël reconnaissait l'OLP et s'il n'y avait pas de problèmes fondamentaux au niveau d'une cohabitation, l'OLP accepterait plus ou moins l'existence d'un État israélien. Malheureusement, votre chef de département politique de l'OLP, Kadoumi, dit à plusieurs reprises, l'OLP ne reconnaîtra pas Israël, même si un État palestinien indépendant vient être créé. Autre part, il répète à plusieurs reprises, nous ne reconnaîtrons pas Israël. Pensez-vous que par le fait de la simple négation d'autrui, est-ce qu'il sera possible un jour ou l'autre d'avoir un dialogue quel qu'il soit avec vous? Si vous voulez, nous allons... Oui, très brièvement. Brièvement. Vous avez parlé de l'expulsion à partir de 1947. N'oublions pas quand même de signaler au niveau du public québécois qu'à plusieurs reprises, depuis 27, 37, 47, il y a eu différentes propositions de partage de la Palestine. En 1947, l'ONU a accepté... Si vous permettez, on va demander à M. Sousse de répondre. Non, je vous ai demandé d'abréger un peu, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi vous ne posez pas cette question à Menachem Begin? Ensuite, posez-lui s'il accepte, lui, le partage de la Palestine. Le partage de la Palestine en deux États, un israélien, un juif et un arabe. Posez cette question à Menachem Begin et je vous assure ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, il n'y a rien qui s'appelle un État palestinien. Jamais nous ne lâcherons la Judée et la Samarie. Jamais ce territoire, c'est un territoire biblique d'ailleurs pour eux, jamais nous le lâcherons. Je veux dire, c'est qu'en 1948, il y a un plan de partage qui était proposé par l'ONU, accepté intégralement par Israël et refusé par les pays arabes. En 1948, ce qui devait revenir à la population palestinienne était intégré à la Jordanie. Je pense qu'il y a là-dessus, je pense vraiment avoir une réflexion de votre part. Et surtout, le problème important, l'OLP ne reconnaîtra pas Israël, même si un État palestinien indépendant vient être créé. Ça veut dire que de toute façon, quelle que soit l'évolution du conflit ou de la situation au Moyen-Orient, de toute façon, l'OLP, dans ses dires, et c'est 79-80, refuse un État juif. Est-ce qu'effectivement, Kadoumi, quand il dit ça, parle vraiment au nom de l'OLP? Mais Kadoumi est le chef est le chef du département politique de l'OLP, normalement. Mais moi, donc il ne pourrait jamais y avoir de reconnaissance d'Israël par l'OLP, moi, je veux voir ça sous une autre optique. Pourquoi vous, qui êtes si enthousiaste pour cette histoire de paix dans le Proche-Orient, et j'espère que vous voulez la paix autant que moi, pourquoi vous ne dites pas ça à ceux qui vraiment empêchent la paix? Ceux qui empêchent la paix, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nous. Qu'on nous donne nos droits demain,
et je vous assure, le Conseil national palestinien se réunira d'urgence et prendra toutes les décisions adéquates. Non, si vous permettez, on va donner un peu alors la simplement, posez cette question au gouvernement israélien, dites-leur s'ils reconnaissent l'existence d'un peuple qui s'appelle palestinien. Le jour où il y aura un dirigeant palestinien, un dirigeant israélien qui dira « nous reconnaissons l'existence du peuple palestinien », à ce moment-là, venez nous dire comment réagissez-vous à ça. C'est un dialogue de sourds. Kaddoumi a quand même dit que sous aucune espèce de considération, il était possible pour les Palestiniens de reconnaître Israël. N'est-ce pas? Oui, et alors? Eh bien, nous verrons tout à l'heure un extrait d'une émission avec un porte-parole d'Israël, présenté plus tard au cours de cette même saison. Pour le moment, faisons un bond dans le temps, beaucoup plus près de nous. Une émission présentée au début de la présente saison de télévision sur un sujet qui a défrayé la chronique presque toutes les semaines, la Constitution canadienne et le mode de rapatriement proposé par le gouvernement fédéral. Le 28 septembre 1981, la population du Canada prenait connaissance du jugement de la Cour suprême du Canada, le jugement qu'elle avait été appelée à prononcer sur le bien fondé de la démarche fédérale. Le soir, en studio, nous réunissions 6 personnes qui en avaient beaucoup à dire sur le sujet. Solange Chaput-Roland, Pierre Bourgault, Jean-Pierre Goyer, Jean-Paul Lallier, la constitutionnaliste Nicole Duplé et l'avocat conseiller du gouvernement fédéral, Michel Robert. Monsieur Robert, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement fédéral gagne? Parce que c'est la grande question qu'on se pose depuis ce matin. Qui gagne et qui perd là-dedans? Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde dans le jugement. Si on peut essayer de résumer 150 pages de jugement en 3 phrases, je pense que le jugement dit 3 choses. Une qu'on savait déjà, 2 qu'on ne savait pas. La première chose qu'on savait déjà, c'est que la résolution, telle qu'elle est formulée, porte atteinte à la compétence législative des provinces. Je pense que tout le monde savait ça, c'était concédé dès le départ. 2 choses qu'on ne savait pas, de façon certaine. Une première chose, est-ce qu'il est possible pour les chambres fédérales canadiennes d'adopter une résolution qui demande au Parlement britannique d'adopter une telle loi? En d'autres mots, est-ce que les chambres ont ce pouvoir juridique de le faire? Si on n'avait pas de réponse certaine à ça, le gouvernement fédéral prétendait « oui, nous avons ce pouvoir », les provinces disaient « non, vous n'avez pas ce pouvoir », la Cour dit « oui, le gouvernement fédéral a ce pouvoir ». Bon. La troisième chose que le jugement dit, c'est qu'il existe une convention constitutionnelle qui exige le consentement des provinces avant qu'une telle chose se fasse. Le jugement ne dit pas, cependant, de combien de provinces on doit avoir le consentement. Le jugement rejette l'unanimité. Le jugement dit « ce n'est pas l'unanimité ». Je retiens tout d'abord une chose, c'est que la Cour suprême a très nettement fait la distinction entre la légalité de la démarche et la constitutionnalité de la démarche. Les 6 juges qui ont déclaré qu'il existait une convention constitutionnelle obligeant le fédéral à consulter les provinces, déclarent que la démarche unilatérale est inconstitutionnelle si le fédéral ne requiert pas ce consentement. Elle est cependant légale. C'est donc un jugement qui se prononce de façon très longue d'ailleurs sur la nature des conventions constitutionnelles. Nature qui était laissée un peu dans le flou auparavant. De nombreux auteurs se sont penchés sur la nature des conventions constitutionnelles et également sur les effets de ces conventions. Le problème est devenu strictement politique à mes yeux pour le moment et je ne vois pas comment il va y avoir un rapprochement maintenant entre les provinces et le fédéral parce que la Cour suprême, vous venez de le dire, madame, par 6 juges contre 3, dit aux provinces il y a des conventions, il faut les respecter. Arrivé à Londres, il y a aussi l'article 7 du statut de Westminster qui dit que le gouvernement du Canada ne peut pas demander à Londres d'amender la Constitution sans l'accord des provinces. Alors, ce qui m'apparaît très difficile, et j'ai beaucoup de misère à comprendre leur seigneurie dans ce sens-là, c'est que ce sont des hommes dotés d'une grande sagesse. Comment ont-ils pu rendre un jugement comme celui-là qui va créer des tensions plus grandes encore parce qu'elles ont presque reçu leur consentement qu'avant que le problème soit mis de telle façon. Et ça, je trouve que c'est très triste pour l'État fédéral dans lequel nous vivons. Je ne pense pas, contrairement à Mme Chaput-Roland, que les juges ont à se préoccuper des conséquences qu'ont avoir leur jugement. Non. On leur demande de juger en droit
à partir de questions qu'on leur a posées, et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui m'étonne, cependant, c'est la réaction de messieurs Trudeau et Chrétien, qui semblent avoir le mépris le plus souverain pour ces juges de la Cour suprême qu'ils traitent de très haut quand il s'agit de parler de convention constitutionnelle. Il faut bien dire, et ça, je pense qu'on ne le soulignera jamais assez, parce que les gens ne savent pas tout à fait ce que c'est qu'une convention constitutionnelle, ça fait partie du droit constitutionnel. Ça n'est pas une abstraction. Hein? Il ne s'agit pas simplement de traditions ou de coutumes qu'on entretient par plaisir. Ça fait partie du droit constitutionnel. Et M. Trudeau a eu cette parole que j'ai transcrite mot à mot, que je trouve effrayante. En parlant de cette convention, il a dit « une coutume dont l'usage est devenu immoral et illégal ». Moi, je pense qu'il attaque très durement à ce moment-là les juges de la Cour suprême, et je ne comprends pas qu'il puisse faire ça. Enfin, je le comprends, parce que, comme le disait M. Goyer, on revient au point zéro, on recommence à zéro, c'est un débat politique, et c'est finalement ce que les juges nous disent. C'est un débat politique. Pourquoi nous emmerdez-vous avec ça? Et ils ont parfaitement raison de dire ça. Et M. Trudeau n'a pas commenté, ou à peu près pas, le jugement de la Cour suprême. Il a dit, voici ce que nous allons faire maintenant. Nous avons engagé un débat politique, nous avons engagé une action politique, et nous allons la poursuivre, et je pense que c'est la seule attitude qu'il peut prendre. Jean-Paul Allier. Ben, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. Je pense que je suis d'accord notamment à ce que dit Pierre Bourgault. La Convention est plus qu'une habitude de cocktail à l'occasion des rencontres. C'est effectivement une partie de la Constitution, et les juges, tout en étant très prudents là-dessus, notamment sur l'unanimité qui devrait exister ou pas exister au niveau des provinces, ont laissé entendre dans leur jugement que c'était quand même important. En d'autres mots, ils ont dit c'est légal, mais c'est pas très correct. Où est-ce qu'on se retrouve maintenant? C'est qu'on se retrouve où on était. C'est-à-dire que M. Trudeau disait j'ai un droit de le faire et je vais le faire, et unilatéralement parce que j'ai épuisé toutes les autres ressources. Et les juges disent les ressources doivent être vraiment toutes épuisées. On peut dire est-ce qu'on devrait avoir une majorité de provinces désormais? La Cour semble le souhaiter, mais le droit est clair. Le fédéral peut agir unilatéralement. Nous devions plusieurs fois revenir sur le sujet au cours de la saison, notamment avec les premiers ministres Lévesque et Trudeau, que vous verrez et entendrez plus tard dans cette émission. Pour le moment, je vous propose de revenir sur la question du Proche-Orient. Tout à l'heure, nous vous avons présenté un extrait de l'émission réalisée avec le concours du délégué de l'OLP en France, Ibrahim Sous. Un peu plus tard, au cours de la saison 80-81, nous recevions dans ce studio l'ambassadeur d'Israël à Paris, Meir Rosen. Monsieur Rosen, l'un des interlocuteurs les plus combatifs que nous ayons accueillis dans cette série, n'est pas le dernier venu dans l'appareil gouvernemental israélien. Il fut entre autres le principal conseiller juridique du Premier ministre Menachem Begin lors des négociations de Camp David qui menèrent à la signature du célèbre accord de paix entre l'Égypte et Israël. Voici donc un extrait de l'émission avec Meir Rosen, présenté le 16 février 1981. Terrorisme des Palestiniens, du racisme des Palestiniens, qu'en est-il de l'État d'Israël par rapport à son terrorisme, au bombardement des populations civiles, par exemple, au sud Liban, je pense, par rapport à l'expulsion de toutes des villages entiers d'Arabes qui sont expulsés, qui sont chassés de chez eux, qui sont renvoyés et qui sont constamment emprisonnés et torturés en prison. Qu'en est-il de ce genre-là de terrorisme? Par rapport au racisme, il y aurait beaucoup aussi à dire, parce qu'en Israël, on sait très bien toute la discrimination qu'il y a contre les Arabes. Et à ce moment-là, ce n'est plus une question de noir et blanc comme ça l'est en Afrique du Sud, mais question de juifs et non-juifs. Je ne sais pas, mademoiselle, combien de fois vous avez eu l'occasion de vous rendre en Israël. En tout cas, s'il y a un État où il n'y a pas de racisme, c'est bien l'État d'Israël. Parce que, non, je vais vous donner des exemples, vous n'avez pas à prendre ce que je vous dis comme lettre d'évangile. Nous sommes le premier État à avoir accepté les réfugiés de ces boat people sans attendre une conférence de Genève pour décider quel est le quota qui doit être accepté par Israël. Maintenant, ce qui se passe avec le Liban, malheureusement, ce pays qui a été autrefois un pays de paix est aujourd'hui divisé entre la Syrie et la domination de l'OLP dans le sud. Ce que nous sommes bien décidés à faire, c'est de protéger... Mademoiselle, est-ce que vous avez posé la question parce que quelqu'un vous a demandé de la poser ou vous êtes intéressé aussi par la réponse? Alors, si vous êtes intéressé par la réponse, je vous prierai de m'écouter. Si c'était simplement parce que vous étiez à la solde de quelqu'un pour poser une question, ça c'est une autre affaire, dites-le carrément et je n'aurai pas à vous répondre. Eh bien, Israël ne bombarde pas les villages libanais, mais Israël a le devoir de protéger ses citoyens, parce que nous ne voulons pas avoir 22 gosses égorgés à Maalot
Et nous ne voulons pas avoir une gosse de 4 ans décapitée à Misgavam. Et comme tout autre État aurait fait à notre place, nous devons protéger nos citoyens. Et c'est ce que nous faisons. Mais on le sait, Arabes et Israéliens vont rester longtemps encore groupés dans des camps résolument opposés. Au printemps 1980, les Québécois étaient eux aussi d'une autre manière divisés en 2 camps. C'était, rappelons-nous, la période du référendum. Le 21 mai de cette année-là, une majorité de Québécois allait-elle répondre oui ou non au projet péquiste de souveraineté association? Au fur et à mesure que la date de la consultation approchait, la fièvre gagnait l'ensemble de la population. Un lundi soir, nous avons réuni en studio des artistes du Québec, des personnalités de la radio et de la télévision aussi, qui avaient jugé bon de prendre parti dans le débat. Au cours de l'heure de discussion, l'émotion de certains participants a atteint son comble. Je vous propose de revoir un extrait de cette émission qui regroupait entre autres Mesdames Michel Tisser, Huguette Proulx et Marcel Ferron et M. Gilles Pelletier. C'était le 21 avril 1980. C'est que pour moi, d'abord, d'instinct, hein, un artiste, il est pour la transformation, il est pour une nouvelle vision du monde, il est pour le dynamisme. Hein, ça va de soi de par son métier même. Alors évidemment, moi, démarrer avec un nom, ça me paraît impensable, ça me paraît anémique. Parce que si je souhaite que toujours que le monde s'améliore, même le ciel est améliorable. Bon, alors disons que moi, je crois que notre rapport de force avec le Canada, moi, je ne suis pas pour le Canada, je suis pour le Québec. Que le Canada existe très bien, mais par contre, je crois qu'il est très urgent de rétablir notre pouvoir de force. Parce que dans tous les organismes canadiens sur lesquels j'étais, comme la Conférence canadienne des arts et tout, nous avons toujours un vote sur 7. Oui, et moi, ça me Ferron, fatigue. Un vote sur 5. Ben, moi Quand aussi, vous allez j'étais sur séparer beaucoup de du Canada, commissions. est-ce que brusquement, les Anglais vont passer à 25 puis qu'on va passer à 75 où va être votre proportion? Où Mais où la va-t-elle proportion, être changée, votre elle proportion? devrait être ce qu'elle est, c'est que nous sommes 2 peuples, 2 cultures. Et voilà, il faut que cette proportion soit rétablie, que le rapport de force soit juste. Mais le rapport de force, on exerce 52% du pouvoir exécutif à Ottawa avec nos 74 députés. Ça fait 11 ans que le premier ministre du Canada est un Québécois. Ah ben moi, ça ne me contente pas du tout. Mais qu'est-ce que vous voudriez, madame? Vous voudriez Vous avoir tous les députés qu'on soit enfermés dans notre petit mur? Ah non, je ne veux pas rentrer dans ce genre de discussion. Madame, je ne suis pas politique. Madame Tisser disait qu'elle était attachée au Canada. Moi, je dois dire, j'y ai travaillé au Canada, j'ai travaillé en Ontario, j'ai travaillé en Colombie-Britannique. Mon métier m'a amené dans tous les coins du Canada. Et aussi aux États-Unis, j'ai toujours été très bien reçu. Je n'ai aucune animosité, aucune haine contre le Canada et les Canadiens des autres provinces. Mais de là à dire que je me suis senti chez moi, j'ai toujours été très bien reçu, mais en visiteur. Mon pays, c'est le Québec. Oui, mais en maintenant, France, en ce qui regarde la question, oui. en ce qui regarde la question, pour moi, contrairement à ce que vous pensez vous autres, elle est d'une limpidité puisqu'il s'agit simplement de donner au gouvernement du Québec un mandat pour négocier quelque chose. Quoi? Si on n'est pas d'accord, la souveraineté. Avez-vous lu le livre blanc? Oui, j'ai lu le livre blanc. Il s'agit de réaliser, page 80, il s'agit de réaliser Écoutez, la souveraineté. Vous n'avez pas besoin de me persuader. Moi, Non, je vous ai mais dit tout à l'heure, ça rappeler- fait 12 ans Michel, que je suis en faveur de souveraineté association. La négociation portera sur le rapatriement des droits et des droits fiscaux et des droits légaux et des ressources qui s'y rattachent. Oui, Madame Tisser. C'est pas négocier une entente, c'est négocier une séparation. Mais ça. si les résultats de cette négociation ne font pas votre affaire, vous pourrez toujours le dire dans un second Non, référendum. parce que Et pour moi, ceci est très honnête. Vous pouvez laisser Gilles Pelletier terminer et puis ensuite... Non, mais là, c'est parce qu'il était un peu interrompu pour le moment. Oui. Ensuite, pour moi, la question est limpide. Il s'agit de définir ce qu'est la souveraineté association. C'est défini dans la question. Le droit de légiférer sur son territoire exclusivement. Le droit d'avoir ses impôts. Le droit aussi d'établir des relations internationales. Si c'est pas un Ça, pays maintenant, souverain, c'est la c'est souveraineté. quoi? Mais oui, Alors, ils vont mais dire oui à quoi? C'est le pays séparé. C'est la séparation. Vous dites séparer, moi, quand je crois à une association avec le reste du Canada, parce que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'associer. Il n'y a personne qui tout le monde nous dit non, on ne va pas s'associer. Le premier ministre vous le dit, M. Le Premier ministre. Le Premier ministre vous l'a Oui, mais dans une... Il l'a répété mais encore dans une... vendredi. D'abord, M. Trudeau ne dit pas tout à fait ça. Oui, il dit tout à fait ça. Maintenant, Il dit, je par crois qu'il rapport à serait l'association. très maladroit de la part... Il serait très maladroit de la part des gens. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, je vais voter oui, de voir l'espèce de levée en masse de tous les gens qui ne veulent pas qu'on vote oui. C'est évident que
Tous les premiers ministres des provinces anglophones ne voudront pas. Ils nous dominent économiquement. Et avec la souveraineté, on aurait peut-être des chances de pouvoir se réchapper un petit peu mieux. C'est évident qu'ils diront non avant la négociation. Bon, Madame Tisser, oui, il y a de la confusion ici même parce que tout le monde parle en même temps. Mais tout le monde est confus avec cette question-là. Vous dites pas la question, Huguette. C'est pas ça la question. Il y a quand même une chose assez surprenante. Attendez. C'est une nouvelle entente en vue de demander à réaliser l'entente. Alors, blâmer M. Lamontagne, là, qui a écrit un volume en réponse Mais M. Lamontagne, il n'a pas dit la question telle qu'elle est formulée dans le livre blanc. Je l'ai exactement transcrite. Je pense qu'il faudrait la sortir du livre blanc. J'ai pas le texte ici, malheureusement. Laissez-moi vous la dise, du moins, le préambule. Non, moi... Bon, d'accord. Marcel Ferron, à vous. Alors écoutez, moi je trouve que c'est quand même une réunion d'artistes. Oui, les comédiens sont supposés être des artistes. Alors comment il est peu question de la question culturelle? Parce que d'égal à égal, pour moi, ça pose fondamentalement la notion qu'il y a deux cultures. Et que ces deux cultures doivent être égales. Comme par hasard, cette culture, elle est concentrée au Québec. Hein? C'est cette culture que nous possédons et que nous devons... C'est pour elle que nous devons exiger cette inégalité. Mais ce n'est pas le 1 pour 11. Ce n'est pas le 1 pour 11. Qu'est-ce que vous reprochez au fédéralisme? Ça ne vous a pas permis de vous épanouir? Vous n'avez pas dû être peintre? Est-ce que Gilles Pelletier n'a pas son théâtre et tout? Et subventionné? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'est épanoui dans le fédéralisme. Rien du tout. Non, c'est le gouvernement du Québec qui a assumé la nouvelle compagnie théâtrale et qui continue à l'assumer depuis tout le temps, depuis sa fondation en 1964. Bon, cette mise au point est faite. Est-ce qu'on peut laisser continuer Mme Ferron, oui, s'il vous plaît? Mme Ferron, voulez-vous voilà, par poursuivre? exemple, en ce qui concerne le Conseil des arts et des institutions dites fédéralistes, je me suis toujours sentie... Elles sont fédéralistes. Oui, enfin, d'accord. Bon, mais alors moi, je me suis toujours sentie comme dans une joute absolument inégale, où le rapport de force, le rapport de force est tout à fait inégal. Madame Tisser, si vous voulez laisser Marcel Ferron conclure. Écoutez, j'ai fait partie de ces institutions. Bon, alors vous permettez? Madame Ferron, oui. Alors, elle a l'air bâillonnée, évidemment, la malheureuse, c'est affreux. Non, je me tais, parce que sans ça, je vais parler. Bon. Allez-y, c'est vous qu'on regarde. Vous parlerez après. C'est vous qu'on regarde et c'est vous qu'on écoute. Oui, mais enfin, vous me distrayez avec vos... regardez ailleurs. Madame Tisser, s'il vous plaît. Madame Tisser, ce n'est pas drôle ce que vous faites là. Ni vous non plus, madame. S'il vous plaît. Je la laisse parler. Bon, est-ce qu'on peut poursuivre? La question de la souveraineté association continue de faire l'objet de débats dans les congrès que tient régulièrement le Parti québécois. On a parlé après le référendum de mettre au congélateur la souveraineté association, puis on l'a ressorti pour la présenter comme alternative au cours des débats qui ont marqué toute la campagne fédérale, menant au rapatriement de la Constitution. Ce qui apparaît maintenant, c'est que la prochaine élection générale au Québec se fera largement sur la question d'indépendance. Mais tout ce débat, je le répète, ne s'est pas produit sans fièvre à l'occasion de certains congrès. Ce fut notamment le cas lors du premier congrès, je devrais dire du premier volet du congrès du PQ au cours de l'hiver dernier. Les événements ont fait qu'il y a eu une suite au congrès du début décembre où les résolutions ont été adoptées qui ont déplu au premier ministre Lévesque. Le 7 décembre, il était notre invité. Je l'ai interrogé en compagnie de Lise Bissonnette du Devoir et Jean Paré de l'Actualité. Mais avez-vous l'impression que le Congrès a été manipulé, alors, finalement? Oui. Par un petit groupe que vous identifiez très bien. Oh, il y a des agents provocateurs, un certain nombre, on le sait. Mais parlons de Montréal-Centre, ce qu'on appelle Montréal-Centre, c'est ça, au fond? Bon, ce qu'on appelle Montréal-Centre, oui, mais ce qu'on appelle Montréal-Centre est fait de centaines et de centaines de militants où, je dois le dire comme je le pense, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on consulte assez faiblement ses membres et ses militants la plupart du temps. Et il a émergé, ailleurs aussi, mais c'est inévitable dans un parti politique, mais il a émergé une espèce de bloc qui s'est fait une sorte de, comment je dirais, dans une sorte de vocation contestataire, ce qui n'est pas mauvais, c'est un peu une sorte de waffle jusqu'à un certain point, comme il y avait dans l'NPD. Seulement là-dedans, se sont infiltrés aussi des éléments qui sont nettement des agents de provocation. Est-ce que vous consentiriez à cohabiter avec ces gens-là encore longtemps, en fait? Je peux cohabiter. Écoutez, j'ai cohabité avec beaucoup de gens dans l'action politique et je pense que je suis un cohabiteur assez convenable. Il ne s'agit pas des gens, il s'agit dans certains cas, oui, il s'agit des gens parce qu'il y a vraiment des agents, si vous voulez, qui se sont installés parce qu'on était un parti très ouvert, Dieu sait, et qui se sont installés aux bons endroits. Bon, dans certains cas, ça saute aux yeux. Je pense que je n'apprends rien à personne. Bon, ça c'est une chose. Mais cohabiter avec des gens qui ne sont pas d'accord sur une foule de choses, c'est normal d'un parti qui se veut démocratique. À une condition, c'est que
justement sur certaines choses fondamentales, la cohabitation, qui n'a rien de personnel, là, devient impossible. Mais il y a 2 ou 3 fois que vous venez nous parler d'agents ou de provocations. Ils font le jeu de qui, ces gens-là? C'est quoi votre analyse? Ben, écoutez, je me demande. Ça doit être quelque puissance étrangère. Mais revenons quand même à ce qui s'est passé au cours du week-end, pour essayer de comprendre donc cette radicalisation du Congrès du Parti québécois. On est obligé de penser à ce qu'ont été vos déclarations depuis ce fameux 5 novembre. Et dans ces déclarations, sauf à l'occasion de votre coup d'envoi du Congrès du Parti, vous n'êtes pas gêné pour tapocher considérablement sur Ottawa, sur toutes les autres provinces canadiennes. Si bien que c'était peut-être assez normal qu'au cours du week-end, les délégués, vous ayant vu lancer le train, lui donnent de l'accélération à ce train-là. Ils veulent y aller encore plus loin. Vous ne croyez pas? Ben, c'est-à-dire que je reviens à mes 2 questions fondamentales, les plus fondamentales quant à moi, là, en ce qui concerne, si vous voulez, non seulement l'orientation, mais la nature même du parti. Tout ce qui touche l'accession éventuelle à la souveraineté, telle que définie maintenant, là, sans trop sentir le besoin d'une ratification majoritaire et claire des citoyens. Moi, je ne vois pas en quoi ça a un rapport avec Ottawa, ou alors c'est une sorte de délire qui emporte certaines gens. Bon. En ce qui concerne l'association, c'est vrai que peut-être, je l'avoue humblement, que peut-être la réaction qu'on a eue verbalement a pu donner comment pensez-vous que les délégués peut donner cette espèce de tentation, mais il me semble, et Dieu sait qu'on l'a fait souvent, puis je l'ai fait aussi le long du chemin après le référendum, par exemple, et pendant le référendum, que des politiciens qui consultent pas, c'est un peu le danger parallèle là, quand il s'agit de l'accession à la souveraineté, qui consultent pas leurs concitoyens, parlent pour eux-mêmes s'ils n'ont pas de mandat. C'est d'ailleurs ce qui est le plus vicieux, à mon humble avis, au point de vue démocratique, dans toute la démarche de Trudeau et de son gouvernement, qui réussissent à s'escamoter, parce qu'il faut bien le dire, s'escamoter un mandat à cause de l'accident de parcours du gouvernement de M. Clark, qui promettent mer et monde, mais sans se commettre trop au point de vue de l'essence, qui disent pas un sacré mot des institutions politiques pendant toute une campagne électorale, et qui ensuite font le coup qu'ils ont fait 1 an après. Ça, moi j'avoue que ça te sidère dans une démocratie moindrement responsable. Bon. Monsieur l'évêque, excusez-moi juste une seconde, mais partant de là, ce que j'avais à dire sur les politiciens fédéraux, y compris M. Trudeau, ou des gens comme Davis et d'autres qui, eux aussi, assument des mandats sans jamais aller consulter qui que ce soit et prétendre refaire un pays, là, être les nouveaux pépères de la Confédération, si vous voulez, à partir d'une démarche comme celle-là, moi je trouve ça invraisemblable. Et, par exemple, à supposer qu'il aurait été sérieux, j'étais obligé de trouver respectable ce qui malheureusement était d'un cynisme inqualifiable quand on a découvert 2-3 heures après. Et j'étais obligé de trouver respectable l'idée que Trudeau a fait semblant de jeter sur la table pendant une des matinées de la conférence d'Ottawa. Le projet de référendum. L'idée d'un référendum. Il dit, si un référendum est fait honnêtement, légitimement, mon Dieu, c'est un pays qui se respecte plus, puis c'est une société qui atteint une maturité, bien on concède qu'elle a de la maturité. Mais quand on s'est aperçu 2 heures après que, en fait, c'était une gimmick de 3e ordre, moi, j'avais envie de vomir. C'est comme ça qu'on fait les choses. Vous êtes fait avoir ce matin-là. Vous n'avez pas été très habile. Vous êtes fait avoir. Il vous a eu, il vous a ferré, là, comme on fait un saumon. Écoutez, non seulement je ne me suis pas fait avoir, c'était... Déjà, on se demandait si on sacrait notre camp tout de suite ou bien s'il fallait boire la coupe jusqu'à la lie, parce que dès le matin, on s'était fait, littéralement... avouez, M. le Premier littéralement vous avez dit... berné par nos propres ex-alliés. Maintenant, si ça peut vous amuser, c'est un à côté. Je l'ai raconté en anglais, je suis bien le raconter en français. M. Trudeau, il y avait 2-3 témoins, alors c'est indéniable. M. Trudeau trouvait amusant, je trouvais qu'il trouvait ça trop amusant, parce que c'est venu vers la fin de la matinée, et tout le monde allait luncher, et il restait un petit groupe, là, puis, dont je faisais partie, et Trudeau, tout à coup, qui dit ouais, c'est une bonne idée, puis tu vas voir à quel point ça peut être cochon. Mais quand tu joues comme ça, avec la politique, puis soi-disant un monument historique, une constitution, moi, je peux pas dire que ni le résultat, ni la façon dont il est arrivé m'inspire un grand respect. Mais je reviens à votre question. Ouais. C'est que j'ai toujours fait la distinction, il me semble en tout cas, entre des politiciens, bon, y compris moi-même, qui ont ou n'ont pas un mandat,
et la population qu'ils représentent. S'ils n'ont pas de mandat, c'est ces gens-là qui vont renoncer un jour. Des Bill Davis, même si les conservateurs ont l'air éternels en Ontario, ça va disparaître. M. Hatfield, ça va disparaître. M. Trudeau, moi aussi. Bon, c'est les citoyens, finalement, qui ont leur mot à dire. Nous avons, au cours des 3 saisons de nos émissions du lundi, quelquefois traité de la question de l'environnement. Pluies acides, qualité de l'air et de l'eau ont été abordées. À la fin de l'année 80, il y avait au Québec un grand débat sur l'opportunité de construire ou pas une usine d'enfouissement des produits toxiques. Cette usine devait être construite par une société britannique en vertu d'un procédé qu'on affirmait très sécuritaire, le procédé Stablex. Il se trouve que plusieurs populations qui avaient été choisies pour l'accueillir n'en voulaient tout simplement pas. C'était entre autres le cas d'un certain nombre de municipalités de Mascouche et de Blainville. Un soir de novembre 1980, nous en avons réuni en studio un certain nombre de ces citoyens pour nous dire ce qu'ils pensaient du projet et s'entretenir avec le ministre de l'Environnement, Marcel Léger. Dans la salle, ici, dans le studio, il y a quelqu'un que vous avez reconnu sans aucun doute, Marcel Giguère, qui est président, entre autres, du comité de citoyens de l'association des citoyens de Blainville, qui représente 800 membres. Et puis qui n'est pas du tout contente de l'arrivée de Stablex chez elle, si ça se produit. Absolument. D'abord, je voudrais demander une question à M. le ministre. Vous savez, dans le passé, on a vécu l'expérience de la viande avariée. Il y avait des inspecteurs, là. C'était plein d'inspecteurs fédéraux, provinciaux, partout. Combien avez-vous d'inspecteurs qui vont contrôler ce que Stablex fait et qui vont contrôler le transport? Les inspecteurs que nous avons chez nous sont formés pour le domaine aussi spécialisé que celui-là. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un procédé qui a fait ses preuves. Donc, la compagnie elle-même... répondu à ma question. Oui, mais c'est pas la quantité d'inspecteurs qui compte. Ça compte. C'est pas la quantité sur le nombre pour un endroit particulier. C'est la qualité des inspecteurs. Est-ce que pour le moment, il n'y a pas chez vous, je pense que le chiffre est à peu près exact, 130 inspecteurs qui se promènent partout dans le Québec et qui ont pour fonction, ces 130 personnes, de s'occuper des salons de coiffure, des porcheries, non? C'est-à-dire 130 inspecteurs généraux, là, mais on a des spécialistes, parce que dans ce domaine-là, c'est pas l'inspecteur habituel qui va s'occuper de ces choses-là. Combien en avez-vous? Ou en aurez-vous? Spécifiquement, là. Oui, dans le moment, combien en avez-vous, là? Bien, on vient justement d'ouvrir un bureau régional où il y aura des spécialistes dans un bureau régional, une équipe polyvalente. Donc, et un inspecteur qui visite, et des professionnels pour analyser toutes les choses qui doivent être analysées sur le plan technique. Mais il n'a pas répondu encore. Ben non, l'inspecteur. Je ne peux pas vous envoyer tous les inspecteurs à Blainville. On avait tous les inspecteurs qu'il fallait pour la viande avariée, puis ça n'empêche pas qu'on en a mangé tant qu'on a pu. Si on oublie un peu la viande avariée pour le moment, pourquoi, M. Giguère, en tant que président de l'association des citoyens de Blainville, qui représente 800 personnes, pourquoi êtes-vous en désaccord avec votre maire, qui est quand même un homme responsable que vous avez élu, qui, lui, trouve que c'est un bon projet? Oui, mais remarquez une chose, là. Le projet est bon. On n'a rien contre le projet. Tout ce que l'on demande, nous, c'est que ce soit placé loin du monde, loin des centres habités, loin des écoles, loin des autobus scolaires. Que ce soit mis, qu'ils leur fassent une route à eux, qu'ils leur fassent une usine à eux, avec un terrain qui a été analysé en conséquence. À tous les gens à qui j'ai demandé autour, est-ce que vous accepteriez de vivre à côté des déchets toxiques? À côté, à 4000 pieds, monsieur, c'est à côté, ça. Attention, ça n'explose pas, ça ne pète pas, ça ne fait pas de fumée, il n'y a pas d'incinérateur. On n'a pas peur. C'est l'usine. Mais c'est des poisons. Demandez aux enfants difformes à Love Canal. Allez leur demander à eux autres. Mais les gens vont dire, excusez-nous, on s'est trompé. On ne veut plus entendre ça, cette phrase-là. Comprenez-vous? On veut pas... Pourquoi pas aller loin du monde? Répondez-moi à ça. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre d'ailleurs à cette question-là? Est-ce qu'il n'est pas possible, que ce soit placé très loin, que ce soit placé dans des régions où il n'y a pas... Est-ce que je pourrais répondre? Très bien. Parce que, Monsieur Green, répondez. Ouais, parce que le ministre a parlé beaucoup. Regardez, la Société pour vaincre la pollution, on est aux prises du problème depuis 2 ans, puis on comprend très bien. Il est inacceptable pour un gouvernement de faire subir un tel risque à une population. Que ce soit Blainville, que ce soit Mascouche, que ce soit Varennes, c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas demander à la population d'assumer ce risque-là. Ce qui se passe actuellement, c'est que, on le sait toujours, les industries produisent des déchets, les profits, eux, sont privés, les déchets, eux, sont publics. Alors, les déchets s'en vont
Blainville, à Mascouche. Les risques, on ne les sait pas à long terme. On ne les sait pas d'ici à 30, à 50 ans si le procédé de Silosafe ne va pas laisser passer un peu de son cyanure. Je suis sûr que le toxicologue ne va pas être capable de garantir que le procédé de Silosafe est sécuritaire ad vitam aeternam. Oui, on va demander... Non, mais je reviens avec vous tout de suite après. Je vais demander à un spécialiste, vous, monsieur, est-ce que vraiment, je vous ai un petit peu posé la question tout à l'heure, mais visiblement, vous n'avez pas répondu à la satisfaction de M. Green. Est-ce que vraiment, en tant que spécialiste, vous croyez que le procédé Silosafe est assez sûr pour que dans 50 ans, par exemple, il n'y ait pas de danger? Oui, c'est la raison pour laquelle on a fait ce choix de technologie. Moi, j'aimerais bien que M. Gauvin le signe, un affidavit ou un engagement qui dit qu'il est personnellement responsable en tant qu'ingénieur professionnel de si jamais quelque chose arrive. Parce que vous savez, hein, à Love Canal, Hooker Chemicals avait dit on avait neutralisé nos déchets. Non. Le Hooker Chemicals a dit on a neutralisé nos déchets avant de les déposer. Et après, il y a eu des erreurs. Vous savez, il n'y a aucune technologie qui peut garantir... On ne peut pas avoir de garantie. Monsieur Green... Alors, moi j'aimerais continuer. J'aimerais errer du côté de la sécurité afin de minimiser les risques. Oui, mais attendez, si vous permettez, là, repartons quand même du point de départ. Oui. Le point de départ, je pense que vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord dans la salle, vous, M. Giguère aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut prendre ces produits-là, il faut les mettre quelque part. Oui. Le ministre a décidé de poser un geste. Oui. Bon, il pose un geste, j'essaie de résumer maintenant, il pose un geste qui est de dire, bon, nous allons confier à une entreprise qui est une entreprise reconnue, une multinationale dans le domaine qui est sérieuse. Après étude, nous allons confier à Stablex, avec son procédé Silosafe, le soin de disposer de ces matières-là. Bon, là, le problème qui se pose maintenant, j'aimerais bien que quelqu'un donne une réponse. Il n'y a personne qui l'a encore donné. C'est la question que posait Marcel Giguère tout à l'heure, qui est quand même une très bonne question. Pourquoi faut-il absolument fourrer ça tout à côté La réponse à la question, c'est bien simple. Vous me parlez dans 50 ans. Non, je parle quand l'usine va ouvrir, là, si la population l'accepte, d'ici 1 an et demi. La raison pourquoi le ministère veut absolument installer son usine, c'est d'économiser, bien sûr, les coûts de transport de matériaux aux industries. Est-ce que c'est ça, M. Léger? Non, je pense que on charrie tellement, puis la raison pour laquelle il y a un bureau d'audience publique, c'est justement pour éviter cela. Non. C'est pour éviter cela, en ce sens que le bureau a les experts, les spécialistes, pour répondre de façon technique à chacune des questions ou des appréhensions des citoyens. Alors, je vous propose un autre bond dans le temps, très près de nous cette fois-ci. Il y a à peine un mois, nous vous présentions une entrevue que le Premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau, nous accordait en exclusivité quelques jours après la proclamation par la reine Élisabeth de la nouvelle Constitution canadienne. Au Québec, les sondages le démontraient, une bonne majorité de la population francophone n'approuvait pas que le gouvernement canadien ait modifié la Constitution du Canada sans l'accord du gouvernement de la province. Cet avis était bien sûr celui du gouvernement péquiste, mais aussi du chef du Parti libéral, M. Claude Ryan. Le Québec avait le sentiment de s'être fait déposséder de son droit de veto. Bien évidemment, cette question devait se retrouver au cours de l'entretien que le premier ministre Trudeau a eu l'amabilité de nous accorder le 26 avril dernier. Nous allons évidemment, vous en doutez bien, parler de Constitution et beaucoup parler de Constitution. Ça sera peut-être la dernière fois d'ici un certain temps pour vous, mais nous, en tout cas, nous avons un bon nombre de questions à vous poser là-dessus si vous n'y voyez pas d'objection. Très volontiers. Vous savez que cette Constitution qui a été proclamée officiellement il y a quelques jours par la reine, ici même à Ottawa, il faut reconnaître qu'elle passe pas très bien au Québec. C'est un petit peu comme une arête qui s'est logée dans la gorge. On essaie d'avaler dans certains milieux et ça passe pas très, très facilement. Et ces milieux-là, c'est pas uniquement cette intelligentsia que vous n'aimez pas beaucoup, que vous avez fustigé à l'occasion. Il y a des sondages qui démontrent, par exemple, que, en tout cas en ce qui concerne la méthode au Québec, on a été vraiment fâchés, contrariés par la façon dont vous avez procédé. Moi aussi, d'ailleurs, la méthode m'a fort déplu. C'est pourquoi je m'efforçais depuis 68, vous vous rappelez, d'essayer de trouver une formule qui amènerait l'assentiment de toutes les provinces. Et si j'avais pensé que la méthode d'y aller tout seul, comme la loi nous y autorise, je m'y serais employé il y a bien longtemps. Mais au contraire, même si j'ai toujours pensé ce que la Cour suprême a confirmé, que nous avions le droit légalement de procéder sans l'accord des provinces, j'ai toujours pensé qu'une constitution serait plus acceptable, meilleure, si elle était faite avec le consentement de tous.
Et je me rends bien compte, comme vous, que cette proclamation a créé un certain déchirement chez les Québécois. Vous l'avez reconnu vous-même dans votre discours devant la RAID samedi dernier. C'est pas étonnant. Les Québécois voient deux niveaux de gouvernement en contradiction. Un gouvernement dit c'est bon, ça nous donne l'indépendance. L'autre dit c'est pas bon, ça nous enlève nos chances d'avenir. Alors, naturellement, la population qui vote souvent pour les deux personnes, la population est perplexe. Alors, je comprends ça. Je vous propose maintenant qu'on parle d'une chose qui finalement peut-être préoccupe encore plus les Québécois, et c'est la perte du droit de veto. Vous avez, je pense, à moins que je me trompe, je rêve pas, je pense que vous avez déjà dit que vous déploriez cette perte de droit de veto pour le Québec. Vous auriez souhaité que le Québec puisse continuer à avoir le contrôle, en tout cas, des amendements constitutionnels, surtout dans des domaines qui le touchent de très près. Ah ben, il a le contrôle des amendements constitutionnels dans les domaines qui le touchent de très près. Aucun amendement constitutionnel, dorénavant, ne pourrait être imposé au Québec sans son consentement. Bon, on parlera de ça tout à l'heure, mais en fait, ce fameux droit de veto, il n'existe plus maintenant, dans la mesure où il a déjà existé. Est-ce que vous le regrettez, vous, en tant que Québécois? Moi, je le regrette, mais si j'étais séparatiste, je ne le regretterais pas. Non, mais vous n'êtes pas séparatiste, que je sache, alors vous le regrettez. Oui, je le regrette, parce que je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux à l'avenir que les amendements qui s'appliquent à une partie du pays s'appliquent à l'ensemble du pays. Mais vous savez, tout ça, c'est une, si je peux me permettre de le dire, un peu une comédie. Le droit de veto demandé à M. Lévesque, le Québec l'a toujours. Mais malheureusement, pour ma conception du fédéralisme, le Québec et les autres provinces ont un droit de veto en ce sens qu'ils peuvent sortir d'une entente. Ça, je le regrette. Mais pour ce qui est des choses fondamentales, nous avons pris le droit de veto auquel le Québec avait consenti au mois d'avril 81, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, disons, le statut de la reine, de la monarchie, sans le consentement de toutes les provinces. C'est ça que M. Lévesque voulait. Alors, Québec, il ne peut pas se plaindre. Arrive cette fameuse nuit du 4 au 5 novembre, M. Trudeau. À ce moment-là, le Québec n'est pas présent à des délibérations qui se font près d'ici au Château-Laurier. Et il se trouve que le lendemain matin, ce qui est retenu de cet engagement du 16 avril, c'est finalement le droit de surtirer, mais sans compensation financière. À ce moment-là, c'était ça. Et c'est pour ça qu'au Québec, on dit très souvent qu'il y a eu une énorme trahison qui s'est faite par les autres provinces et avec la collaboration, évidemment, du gouvernement fédéral. Vous êtes-vous demandé, vous, journaliste, pourquoi le Québec n'était pas là? Il était Parce qu'il n'a pas été invité ce soir-là. Par qui? Par les gens avec qui il travaillait depuis 6 mois. Mais comme journaliste... je me suis demandé, j'ai posé la question, je l'ai posée il y a 2 jours. Qu'est-ce que les Québécois faisaient pendant ce temps-là? Ils dormaient ou est-ce qu'ils préparaient leur triomphe du lendemain? Je ne sais pas. Vous savez, au Québec, il y a bien des gens qui pensent que si, le fameux 9 mai, quand vous avez fait votre discours promettant des changements, vous aviez dit que les pouvoirs du Québec allaient être diminués, et en tout cas, vous pensez qu'ils ne sont pas diminués, mais plein de gens le pensent, le résultat du référendum aurait peut-être été différent. Je ne dis pas que le oui aurait gagné, mais le résultat aurait peut-être été différent. Eh bien oui, le résultat aurait peut-être été différent si je n'avais pas fait de discours, bien sûr. Mais est-ce que ma pensée a changé là-dessus? Est-ce que les gens pensent que tout à coup, ayant promis beaucoup de pouvoirs nouveaux aux provinces, tout à coup je ne leur en donne pas? Je vous dis, le résultat de cette Constitution, c'est de donner 2 pouvoirs accrus aux provinces, mais ce n'est pas ça l'important. C'est de nous donner maintenant, à nous, Canadiens, le pouvoir de changer cette Constitution, d'essayer entre nous, et il y a une formule qui prévoit comment on peut s'entendre, de changer le partage des pouvoirs. Est-ce que vous pensez, il faut commencer par avoir le droit d'amender sa Constitution. Bon. Ensuite, on change le partage des pouvoirs. Cette émission est presque terminée maintenant. Est-ce que vous avez l'impression... Ben moi aussi, je trouve. Enfin, que voulez-vous, c'est comme ça. Est-ce que vous avez l'impression... Mon gin est fini. Est-ce que vous avez l'impression qu'au cours de ces minutes, vous avez contribué à calmer les inquiétudes des Québécois qui vous ont regardé et qui sont peut-être encore très inquiets de ce qui s'est passé dernièrement sur le plan constitutionnel? Je ne sais pas, M. Nadeau, je ne sais pas de juger pour les autres. J'ai un point de vue, je l'explique, je l'essaie de l'expliquer avec des arguments raisonnables et un peu de passion. Et je n'aurais pas convaincu ceux qui sont décidés
que le Canada doit se briser et que le Québec sera plus fort s'il était séparé. Je n'aurais pas convaincu ces gens-là. Mais ceux qui, comme moi, pensent que les deux visions sont conciliables, de Québécois travaillant au Québec pour réussir la chose québécoise, et de Québécois travaillant à Ottawa pour qu'ils prennent leur place aussi dans l'ensemble du pays, pour que leurs enfants continuent d'avoir des droits acquis sur ce pays. Moi, je pense que ces gens-là trouveront notre propos raisonnable et la décision que nous avons prise acceptable. Ben, c'est ce qu'on verra dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup, M. le ministre. Et même des années, oui. Des siècles, des millénaires. Pour terminer cette présentation d'extraits d'émissions qui ont marqué cette série depuis 3 ans, je vous propose de voir ou de revoir quelques minutes de l'entretien que Son Altesse le Prince Sihanouk m'a accordé au printemps 1980, alors qu'il était en visite officielle au Québec. Le Prince Sihanouk, qui a dirigé les destinées du Cambodge en une période particulièrement difficile de son histoire, c'était pendant les années 60 et la guerre faisait rage autour de son petit pays, notamment au Vietnam et au Cambodge. Le Prince Sihanouk avait donc quitté au début 80 son exil de Pyongyang en Corée du Nord pour sensibiliser l'opinion occidentale à la mainmise du Vietnam sur le Cambodge. La tournée en France, en Italie et aux États-Unis avait été particulièrement difficile pour lui. Et un jour, dans ce studio, son exaspération a éclaté. L'émission s'est terminée d'une façon plutôt dramatique, comme vous allez vous en rendre compte. Est-ce que vous pensez, Prince, que la race khmer soit menacée? Est-elle menacée? La race khmer, à vrai dire, ne s'éteindra pas. J'étais pessimiste il y a 1 an, mais maintenant, quand j'arrive à voir des gens, n'est-ce pas, qui ont encore le courage de s'attaquer à moi, ça prouve qu'ils sont bien vivants, n'est-ce pas? Ils ne sont pas mourants, ils ne sont pas des types qui agonisent, et ils fabriquent des enfants, je vous assure. Alors, n'est-ce pas, j'en vois en France partout des bébés, n'est-ce pas? Non, on entendra encore parler des Cambodgiens, je vous assure. Je vais demander à ces messieurs de poser ces dames de poser des questions. Vous savez bien que le Vietnam accapare la plus grande partie des aides internationales, qu'il empêche les médecins d'aller sauver les Khmer au Cambodge, qu'il empêche les paysans de faire la culture du riz. Alors, comment pouvez-vous être reconnaissant envers le Vietnam, comme vous avez écrit au journal Le Monde, et comment pouvez-vous dire que le régime Heng Samrin est humain? Est-ce que vous pouvez prouver tous ces crimes du Vietnam? Je ne prends pas la défense du Vietnam. J'ai dit que je suis reconnaissant au Vietnam d'avoir libéré le peuple cambodgien des griffes des Khmer rouges. Je n'ai dit que ça. Et j'ai condamné le Vietnam de ne pas favoriser une distribution générale de l'aide. Je me suis élevé maintes fois contre le Vietnam. Vous n'avez pas naturellement mentionné ces condamnations de Sihanouk, du Vietnam par Sihanouk. Oui, mais Son Altesse, vous ne semblez pas vous rendre compte que les Vietnamiens ne sont pas là pour tirer le peuple khmer des griffes des Khmer rouges, mais ils sont là pour parachever le génocide commencé par les Khmer rouges. Je n'ai pas du tout absous le Vietnam, je le condamne. Je le condamne en tant que colonisateur du Cambodge. Vous entendez tous les deux pour dire que les Vietnamiens devraient déguerpir dans les plus brefs délais. C'est bien ce que vous dites tous les deux. Mais justement, et je me suis plaint, n'est-ce pas? J'ai porté plainte contre le Vietnam en ce qui concerne le très mauvais système de distribution, et j'ai dit que le Vietnam voulait affamer le peuple cambodgien pour prendre nos terres. Je l'ai dit. Est-ce que ces explications-là vous satisfont, monsieur? Vous ne prenez pas la peine de lire tout cela. Vous ne prenez qu'un détail. Vous souvenez-vous, Prince, du policier Kouroun, votre policier, qui a massacré beaucoup de monde, qui a torturé les nationalistes cambodgiens qui justement protestaient contre la corruption de votre régime. Souvenez-vous de M. Khieu Samphan, le policier Kouroun a déshabillé M. Khieu Samphan en plein marché central. Lorsque Khieu Samphan est revenu au pouvoir, la vendetta était terrible. 3 millions de morts, Prince. Il est indéniable, Prince, que vous êtes aussi responsable de tout ce drame.
Mais vous voyez, nous vous soutenons toujours. Nous vous soutenons toujours, Prince. J'admire votre nationalisme, mais s'il vous plaît, pas pitié. Nous voulons vous aider, les jeunes, mus du 109, avec des idées nouvelles. Avec vous. Et discuter avec vous le problème de la libération du Cambodge, mais ce n'est pas possible tant qu'il y a cet entourage de criminels, de corrompus. Monsieur, nous avons compris. Prince, voulez-vous répondre, s'il vous plaît? Je suis pour que le peuple cambodgien puisse décider. Et puis qu'on me fiche la paix, n'est-ce pas? Moi, je ne veux plus, n'est-ce pas, être la victime de gens dont les idées sont extrêmement injustes à mon égard. Alors, n'est-ce pas, séparons-nous pour toujours, je ne veux pas, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, vous et moi, nous puissions toujours comme ça offrir au monde le spectacle d'une sale dispute extrêmement dégueulasse, n'est-ce pas? Excusez-moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon but. En venant ici, je ne veux pas soulever, n'est-ce pas, ces rancœurs. Eh bien, permettez, n'est-ce pas, dites à tous de me permettre de me retirer tout simplement. Je ne vous embêterai pas davantage. Maintenant, je vais donner un cadeau à ces messieurs-là. Je vais partir pour la Corée et c'est fini. Je mets fin à toute ma tournée. Alors, vous êtes contents maintenant? Bon, ça va. C'est sur une note plus sereine que nous allons tirer la ligne, en redisant tout le plaisir que j'ai eu à animer ces 119 émissions. Je voudrais remercier ici un certain nombre de personnes sans qui elles n'auraient pas connu le succès que nous savons et dont nous sommes évidemment très heureux. Ces personnes, ce sont les techniciens de Radio-Québec qui ont fait cette émission avec enthousiasme et motivation, les régisseurs de plateau, les recherchistes qui ont passé des heures au téléphone pour convaincre des centaines de personnes de participer à l'émission. Ça n'a pas toujours été facile. Elles m'ont beaucoup aidé aussi à préparer les sujets. Les script assistantes qui avaient entre autres à voir au minutage. Opération bien délicate dans une émission en direct. Les réalisateurs Michel Robitaille, Claude Acheroy et Normand Nicole qui ont toujours fait preuve de compétence et d'assurance. Alors merci à eux, merci à vous aussi pour vos critiques toujours appréciées. Je vous souhaite de passer un bon été. Je vous invite à nous revenir en septembre à 19h tous les soirs de la semaine pour une toute nouvelle émission dont nous aurons l'occasion de vous reparler. Au revoir et à bientôt.